Amora, une étudiante de 19 ans, menait une vie apparemment idéale dans la paisible ville d'Umoja. Elle faisait la fierté de sa famille conservatrice, un foyer marqué par des valeurs strictes et des attentes rigides. Son père, M. Okafor, était plus qu'un simple parent, mais une figure de respect au sein de la communauté, un leader respecté, connu pour ses actions charitables et sa fermeté morale. Amora avait grandi sous son ombre protectrice, convaincu qu'il avait toujours son intérêt à cœur. Sa mère, en revanche, était une femme discrète et modeste, qui semblait se contenter de vivre dans l'ombre de son mari, se conformant silencieusement à ses moindres décisions. L'éducation d'Amora fut protégée, presque étouffante. Tandis que ses camarades exploraient les amitiés et les libertés sociales, elle restait attachée aux règles strictes de son père. M. Okafor justifiait ses restrictions par des gestes d'amour et d'attention, la mettant souvent en garde contre les dangers du monde extérieur. « Le monde n'est pas un endroit bienveillant pour une jeune fille comme toi », disait-il d'un ton posé, mais teinté d'une inquiétude paternelle. Amora lui faisait entièrement confiance, persuadée que ses conseils étaient le fruit d'un amour sincère. Mais sous cette dynamique familiale apparemment parfaite se cachait une tension troublante. Le comportement protecteur de M. Okafor dépassait souvent les limites du contrôle. Il surveillait les appels téléphoniques d'Amora, l'interrogeait sur ses allées et venues et la décourageait de nouer des amitiés proches. Il qualifiait ses petits actes d'indépendance de rébellion, veillant à ce qu'elle reste dépendante de lui pour son soutien émotionnel et matériel. Amora, dans sa naïveté, y voyait un signe de la dévotion de son père. Elle ne se rendait pas compte de l'érosion subtile de ses limites personnelles. Le rôle passif de sa mère ne faisait qu'accentuer cette dynamique. Madame Okafor intervenait rarement dans les décisions de son mari, offrant peu de réconfort et de conseils à Amora. Elle semblait flotter dans la maisonnée tel un fantôme, toujours occupée mais jamais présente. Amora aspirait au conseil de sa mère, mais avait appris à ne pas s'y attendre. La parole de son père était définitive, et la soumission silencieuse de sa mère renforçait cette hiérarchie. Alors qu'Amora passait de l'adolescence à l'âge adulte, les failles subtiles du comportement de son père commencèrent à apparaître. Ses gestes affectueux, autrefois rassurants, devinrent envahissants. Une main posée sur son épaule, un regard un peu trop long, ou une question sur sa vie privée qui lui semblait inutilement intime. Amora considérait trop facilement ces moments comme anodins. Elle faisait aveuglément confiance à son père, se persuader que ces signes n'étaient que le fruit de son imagination. Mais au fond d'elle, un malaise grandissait, comme une ombre s'insinuant dans son esprit. Le mot qu'elle croyait connaître, l'homme en qui elle avait le plus confiance, recelait des secrets qui allaient bientôt bouleverser sa réalité. Amora ignorait que les fondations de sa vie, fondées sur la confiance et l'amour, étaient sur le point de s'effondrer. La nuit qui a irrémédiablement changé sa vie a commencé comme toutes les autres. Sa famille venait de rentrer d'une fête animée chez son oncle. Rire, musique et chaleur familiale régnaient dans l'air. Cependant, à la fin de la soirée, sa mère partit rendre visite à un parent malade dans une autre ville, laissant Amora seule avec son père, M. Okafor. Au début, l'ambiance à la maison semblait normale. M. Okafor paraissait inhabituellement joyeux tandis qu'il dressait la table avec une bouteille de vin et 2 verres. « Tu m'as rendu fier, Amora », dit-il d'une voix emplie d'une fierté paternelle. « Tu n'es plus une enfant. Il est temps de célébrer vos réussites comme des adultes. » Amora hésita, peu habituée à une camaraderie aussi décontractée de la part de son père. Mais son attitude chaleureuse et son insistance la convainquirent de le rejoindre. La première gorgée de vin lui parut étrange, mais elle attribua ce goût à son manque d'expérience avec l'alcool. Son père remplit à nouveau son verre, engageant la conversation avec elle sur ses études et ses projets d'avenir. La conversation était inhabituellement personnelle, presque intime, tandis qu'il louait sa beauté et son intelligence. Amora ressentit une pointe de malaise, mais elle se dit qu'elle réfléchissait trop. Après tout, c'était son père, un homme en qui elle avait eu confiance toute sa vie. À mesure que la soirée avançait, Amora sentit un épais brouillard s'abattre sur son esprit. Ses pensées s'alourdissaient et ses membres lui semblaient d'une lourdeur insupportable. Elle tenta de s'excuser en marmonnant quelque chose à propos de la fatigue, mais sa voix était à peine audible. Le visage de son père saignait lorsqu'il se leva, et la pièce tourbillonna autour d'elle. Avant qu'elle puisse comprendre ce qui se passait, l'obscurité la submergea.
Ce qui suivit fut un cauchemar fragmenté. Les sens d'Amora alternèrent entre un silence engourdi et des éclairs de conscience terrifiants. Elle sentit la sensation d'être portée, le poids de son corps écrasé contre son lit, et l'ombre floue de son père au-dessus d'elle. La panique la submergea, mais son corps refusa de bouger, prisonnier d'une force invisible. Son esprit réclamait la clarté, mais le brouillard qui obscurcissait ses pensées étouffa ses cris. À son réveil le lendemain matin, la lumière du soleil entrait par la fenêtre de sa chambre, baignant la pièce d'une étrange nimité. Son corps la faisait souffrir d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Son père était dans la cuisine, fredonnant en préparant le petit déjeuner. « Bonjour, ma chérie », dit-il avec un large sourire lorsqu'elle entra dans la pièce. Son ton était chaleureux, affectueux, si ordinaire qu'Amora crut presque que rien ne s'était passé. Mais son esprit ne la laissait pas en paix. Des fragments de la nuit lui revinrent par vagues, chaque souvenir plus obsédant que le précédent. Elle ressentit une déconnexion troublante entre l'attitude joyeuse de son père et les images qui défilaient dans son esprit. Était-ce un rêve, une hallucination terrible et saisissante? La question tournait dans sa tête, et elle ne parvenait pas à la lui poser directement. Au cours des jours suivants, Amora remarqua de subtils changements dans le comportement de son père. Il était inhabituellement attentif, s'enquérant toujours de son bien-être, lui offrant de petits cadeaux et la surveillant de près. Ce qui avait pu autrefois lui sembler de l'inquiétude lui semblait désormais étouffant. Chaque fois qu'il entrait dans la pièce, sa poitrine se serrait de malaise. Son regard s'attardait un instant de trop, son contact, autrefois paternel, lui semblait envahissant. La confusion d'Amora se transforma en déni. Elle commença à se convaincre qu'elle avait tout imaginé. Son père, l'homme qui l'avait protégée et nourrie toute sa vie, n'avait sûrement pas pu la trahir d'une manière aussi inimaginable. Elle s'accrochait à l'illusion de l'intégrité de son père, même si son instinct lui criait le contraire. Mais son corps refusait de l'oublier. La douleur persistait, rappel physique de la vérité tacite. Amora se surprit à reculer devant son contact, évitant sa présence autant que possible. Pourtant, chaque fois qu'elle envisageait d'exprimer ses soupçons, la pensée de sa colère la réduisait au silence. La présence de M. Okafor était imposante, sa réputation inattaquable. Elle doutait que quiconque la croie. Dans son isolement, Amora commença à se replier sur elle-même, parlant moins et se retirant du monde qui l'entourait. Sa mère remarqua son changement d'attitude, mais l'attribua à une humeur typiquement adolescente. Amora rêvait de se confier à sa mère, mais l'omniprésence de son père et la déférence de sa mère à son égard lui en rendaient la tâche impossible. Elle se sentait piégée, étouffée sous le poids de ses peurs grandissantes et de ses questions sans réponse. La trahison la rongeait, érodant la confiance qu'elle tenait autrefois pour acquise. L'homme qu'elle avait idolâtré, celui qui avait été son protecteur et son guide, se trouvait désormais au cœur de ses pires craintes. Amora ne réalisait pas encore que ce n'était que le début. Le poids de la vérité l'attendait encore pour l'écraser. La vie d'Amora avait pris un étrange rythme, fait d'inconfort et de malaise. Des semaines s'étaient écoulées depuis la nuit qu'elle avait désespérément tenté d'oublier, mais son corps refusait de la laisser aller de l'avant. Chaque matin, elle était envahie par des nausées qui la laissaient plier en deux, incapable d'avaler le moindre repas. Son énergie s'amenuisait, et une fatigue tenace la tenaillait malgré tous ses moments de repos. Elle se disait que c'était le stress, les exigences de ses examens à venir, ou peut-être une légère maladie. Mais au fond d'elle, le doute était déjà bien ancré. Son père, M. Okafor, semblait remarquer son déclin, mais son inquiétude ne fit qu'accroître son malaise. « Tu es pâle ces derniers temps » observa-t-il un matin, d'un ton faussement bienveillant, en posant une main sur son épaule. « Tu devrais te reposer davantage. Inutile de se forcer autant. » Ces paroles, autrefois réconfortantes, lui semblaient désormais un piège. Les souvenirs de cette nuit la hantaient comme des ombres qu'elle ne pouvait fuir, et sa présence lui rappelait constamment le malaise qu'elle tentait de réprimer. L'esprit d'Amora s'emballait, mais le déni était son meilleur allié. Pensa-t-elle, tout était dans sa tête. L'idée de relier ses symptômes à quelque chose de plus sinistre était trop terrifiante pour être envisagée. Mais lorsque ces règles n'arrivèrent pas, sa peur s'intensifia, impossible à ignorer. Chaque jour qui passait lui semblait un compte à rebours vers une vérité dévastatrice qu'elle n'était pas prête à affronter. C'est au cours d'une nuit particulièrement agitée qu'elle décida de se confier à sa meilleure amie,
Shioma. La voix d'Amora tremblait tandis qu'elle lui confiait ses symptômes et ses craintes grandissantes. Shioma, toujours pragmatique, leur suggéra de faire un test de grossesse. Ce n'est probablement rien, dit Shioma, essayant de paraître rassurante malgré son malaise évident. Tard dans la nuit, à la faveur de l'obscurité, ils se faufilèrent dans une pharmacie voisine. Les mains d'Amora tremblaient tandis qu'elle payait le test, évitant le regard du caissier comme si sa culpabilité se lisait sur son visage. De retour chez elle, Amora s'enferma dans la salle de bain. Le silence de la maison était assourdissant tandis qu'elle fixait le petit bâtonnet dans sa main, espérant que le résultat confirmerait son déni. La seconde s'étendit sur une éternité, et lorsque le résultat apparut enfin, ses mots volèrent en éclats. Les 2 lignes caractéristiques la fixèrent, une cruelle confirmation de ses pires craintes. Elle était enceinte. Son souffle s'arrêta et les murs semblèrent se refermer sur elle. Amora s'effondra au sol, serrant le test contre elle, tandis que des larmes ruisselaient sur son visage. Les souvenirs de cette nuit lui revinrent en un éclair douloureux et brutal. Le brouillard dans son esprit, le poids qui la pesait sur elle, et la silhouette floue qu'elle ne pouvait plus nier être celle de son père. Cette prise de conscience la frappa brutalement. Son père était le père de son enfant. La trahison était trop accablante pour être comprise. Son esprit se remplissait de questions, d'accusations et d'un sentiment de honte insupportable. Comment une telle chose avait-elle pu arriver? Comment l'homme en qui elle avait eu confiance et qu'elle aimait plus que quiconque au monde avait-il pu la trahir d'une manière aussi dévastatrice? L'identité d'Amora s'effondra alors qu'elle affrontait cette horrible vérité. Dans les jours qui suivirent, Amora se replia encore davantage sur elle-même. La présence de son père devint insupportable, chacun de ses gestes lui rappelant ses actes. Pourtant, elle ne pouvait se résoudre à l'affronter. Son emprise sur la maisonnée était étouffante et sa réputation de leader respecté de la communauté la rendait impuissante. Qui la croirait si elle parlait? Comment expliquer l'inimaginable sans être taxée de délire? En quête désespérée de soutien, Amora tenta de se confier à sa mère. Elle choisit ses mots avec soin, espérant que sa mère percevrait l'urgence dans sa voix tremblante et son visage baigné de larmes. Mais sa réponse fut un choc terrible. « Tu dramatises, Amora, » dit-elle en lui faisant signe de la main. « Ton père t'aime. Ne dis pas de telles choses. » La loyauté inébranlable de sa mère envers son père laissait Amora encore plus isolée. Sa seule bouée de sauvetage était Shioma. Quand Amora lui a finalement révélé toute la vérité, la réaction de son ami fut un mélange de choc et de colère, non pas envers Amora, mais face à l'injustice de la situation. « Tu ne peux pas rester là, » dit Shioma fermement. « Tu dois partir. » Ensemble, ils commencèrent à planifier l'évasion d'Amora, sachant que rester chez son père n'était plus une option. Pour la première fois depuis des semaines, Amora sentit une lueur d'espoir, une faible et fragile lumière au bout d'un tunnel très sombre. Amora était aux prises avec cette terrible vérité depuis des semaines, son esprit constamment tourmenté par la peur, la confusion et la colère. Sa confiance autrefois inébranlable en son père s'était transformée en une peur profonde, et le poids de son secret l'étouffait. C'est le soutien indéfectible de Shioma qui lui a donné le courage d'affronter l'homme qui avait bouleversé son monde. « Tu dois l'affronter, Amora, » insista Shioma. « Il doit savoir que tu ne resteras pas silencieuse. » Ce soir-là, alors que la maison retombait dans son silence habituel, Amora se tenait dans le salon, les mains tremblantes mais la résolution inébranlable. Elle attendit que son père termine son dîner, le bruit de ses couverts qui s'entrechoquaient dans l'assiette la harcelant. Lorsqu'il posa enfin sa fourchette et la regarda avec son air autoritaire habituel, elle comprit qu'il était temps. « Papa » commença-t-elle d'une voix tremblante malgré tous ses efforts. « Il faut qu'on parle. » Monsieur Okafor haussa un sourcil, l'air calme mais curieux. « Bien sûr, ma chère. À quoi penses-tu » Amora déglutit difficilement, le cœur battant la chamade. « Je sais ce que tu as fait, » dit-elle d'une voix brisée. « Cette nuit-là. Je sais que c'était toi. » Pendant un instant, le silence emplit la pièce, l'air lourd de tension. L'expression de M. Okafor se durcit, son calme remplacé par un regard d'acier. « De quoi parles-tu, Amora » dit-il d'un ton sec et défensif. « Tu sais exactement de quoi je parle, » rétorqua-t-elle, puisant sa force dans la colère. « Tu m'as drogué. Toi, tu m'as trahi de la pire des manières. » Okafor se leva brusquement, la dominant de toute sa hauteur.
Son visage se tordit en un masque de fureur et d'incrédulité. « Comment oses-tu m'accuser d'une chose aussi ignoble » tonna-t-il. « Tu comprends ce que tu dis? Tu essaies de détruire ton propre père. » Amora recula d'un pas, sa résolution vacillant sous la force de son déni. « Je m'en souviens assez, » dit-elle d'une voix tremblante. « Et je suis enceinte. C'est ton enfant, et tu le sais. » À ces mots, son expression passa de la colère à une expression plus sombre, une panique mêlée de calcul. « Tu es perdu, Amora, » dit-il d'un ton soudain doux et condescendant. « Tu es très stressé. Ton imagination est débordante. Je ne ferai jamais une chose pareille à ma propre fille. » Mais Amora a vu clair dans son jeu. La panique dans ses yeux le trahissait et alimentait sa détermination. « Arrête de mentir, » cria-t-elle. « Tu connais la vérité, et je la connais aussi. Tu ne peux plus me manipuler. » Comprenant que ces dénégations ne fonctionnaient pas, M. Okafor changea à nouveau d'attitude. Il s'approcha, baissant la voix jusqu'à un murmure menaçant. « Personne ne te croira, » dit-il. « Tu n'es qu'une petite fille naïve qui lance des accusations insensées. Si tu essaies d'en parler à qui que ce soit, tu ne feras que t'embarrasser et détruire cette famille. » Amora se figea, le souffle coupé. Ces mots la blessèrent profondément, nourrissant ses insécurités et sa peur. Mais avant qu'elle ne puisse se taire, il poursuivit, la voix empreinte de remords fins. « J'ai fait une erreur, » dit-il d'un ton soudain suppliant. « Je ne suis qu'un être humain, Amora. J'étais faible. Mais c'était seulement parce que je t'aime tant. Tu ne comprends pas ça ?» Sa manipulation lui fit froid dans le dos. L'homme en qui elle avait autrefois eu confiance transformait maintenant ses actes en quelque chose de presque noble, de pardonnable. « Tu ne m'aimes pas, » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Tu n'aimes personne d'autre que toi-même. » Amora savait qu'elle ne pouvait pas rester un instant de plus dans cette maison. Elle devait partir, pour sa sécurité et celle de l'enfant qui grandissait en elle. Cette nuit-là, avec l'aide de Shioma, elle commença à planifier son évasion. Sous prétexte de passer la soirée chez Shioma pour étudier, Amora prépara un petit sac. Elle y emporta ses affaires essentielles, quelques vêtements de rechange, ses documents scolaires et le test de grossesse, preuve irréfutable des agissements de son père. Alors que le silence régnait dans la maison, Amora descendit l'escalier à pas feutrés, le cœur battant à chaque craquement du plancher. Elle s'arrêta devant la porte d'entrée, guettant le moindre mouvement. Le silence était assourdissant, mais elle connaissait l'habitude de son père de veiller tard, souvent assis dans son bureau. Ses mains tremblaient lorsqu'elle déverrouilla la porte, l'air frais de la nuit s'engouffrant à l'extérieur. L'obscurité l'enveloppa et, pour la première fois depuis des semaines, elle ressentit un léger sentiment de liberté. Shioma l'attendait au bout de la rue, le visage marqué par l'inquiétude. « Allons-y » murmura-t-elle en prenant le sac d'Amora et en l'entraînant hors de la maison. Tandis qu'elle marchait dans les rues désertes, Amora ressentit un mélange de peur et de soulagement. Elle ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait qu'elle ne pourrait pas revenir en arrière. Pour la première fois, elle s'autorisait à espérer justice, guérison et une vie libérée de l'emprise de son père. Cette évasion n'était que le début de son voyage, mais à cet instant, elle lui semblait le premier véritable pas vers la reconquête de sa vie. Amora était assise dans le petit salon douillet de Shioma, les mains serrées autour d'une tasse de thé refroidie depuis longtemps. Le poids de ce qu'elle avait enduré pesait encore lourdement sur elle, mais pour la première fois, elle sentait une lueur de sécurité. Shioma avait été son roc, lui offrant refuge et écoute lorsqu'elle n'avait nulle part où aller. Il était temps de passer à l'étape suivante. « Tu ne peux pas te taire, Amora » dit Shioma fermement, assise à côté d'elle. « Ce qu'il a fait est impardonnable, et il doit en assumer les conséquences. » Amora hocha la tête, même si son cœur battait fort à l'idée d'affronter son père devant la justice. « Et si personne ne me croyait » murmura-t-elle. « Il est tellement respecté. Les gens penseront que je mens. C'est pour ça qu'on a besoin d'aide, » répondit Shioma, la détermination dans les yeux. « Il existe des organisations qui s'occupent de ce genre de cas. Elles sauront quoi faire. » Le lendemain matin, Shioma a accompagné Amora dans une association locale de soutien aux femmes. Le petit bureau était rempli d'affiches sur la violence domestique, les droits légaux et les lignes d'assistance téléphonique pour les victimes. Amora a été accueillie par une conseillère nommée M. Adewale, et calme qui l'a immédiatement mise à l'aise. Pour la première fois, Amora a raconté toute son histoire, chaque détail de la trahison de son père et de la grossesse qu'elle portait.
Les larmes coulaient à flots en racontant les événements, mais le fait de dire sa vérité lui a apporté un soulagement inattendu. « Tu es incroyablement courageuse, Amora, dit doucement Madame Adewale. Ce qui t'est arrivé n'est pas de ta faute, et tu mérites justice. Nous t'accompagnerons à chaque étape. » L'organisation a mis Amora en contact avec un avocat et un thérapeute spécialisé en traumatisme. Les séances de ce dernier ont été une véritable bouée de sauvetage pour elle, l'aidant à surmonter sa douleur et à acquérir la confiance nécessaire pour aller de l'avant. Grâce à la thérapie, Amora a commencé à se débarrasser de la honte et du doute qui la hantaient. Pendant ce temps, l'avocate lui a expliqué les recours juridiques qui s'offraient à elle, lui expliquant la marche à suivre pour porter plainte contre son père. Amora savait que le chemin serait long et éprouvant, mais elle était déterminée à se battre. Avec le soutien de l'organisation, elle a officiellement porté plainte contre M. Okafor. Le dépôt de plainte lui a semblé un acte de défiance, une reconquête de son pouvoir après des mois de silence et de peur. La bataille juridique qui a suivi a mis à rude épreuve la force d'Amora. Son père, furieux des accusations, a usé de son influence considérable pour tenter de la discréditer. Il la dépeignit comme une fille ingrate qui avait inventé une histoire pour ternir sa réputation. Ses avocats mirent son personnage en doute, invoquant son enfance protégée comme preuve de son imagination instable. La détermination d'Amora vacilla sous cette surveillance incessante, mais l'Organisation de défense des droits des femmes la soutint fermement. Ils l'ont aidé à se préparer pour le tribunal, lui apportant un soutien émotionnel et juridique. « Tu n'es pas seul », lui rappelait Chioma avant chaque audience. « Nous sommes tous là pour toi. » La réaction de la communauté fut vive et conflictuelle. Certains voisins se sont ralliés à Amora, saluant son courage d'avoir tenu tête à une personnalité aussi influente. D'autres, en revanche, l'ont accusée de mentir, se demandant pourquoi elle n'avait pas réagi plus tôt. Les rumeurs et le jugement pesaient lourdement sur elle, mais elle refusait de se laisser décourager par ces accusations. À mesure que le procès avançait, des fissures commençaient à apparaître dans la façade de M. Okafor. Les incohérences dans ses déclarations et dans les témoignages d'autres membres de sa famille dressaient un tableau accablant. La communauté qu'il avait autrefois vénérée commençait à voir la vérité. Amora était assise en silence dans la salle d'audience à l'annonce du verdict. Ses mains tremblaient légèrement, serrées l'une contre l'autre sur ses genoux. Elle avait passé des semaines à revivre le traumatisme de la surveillance incessante du système judiciaire et de la communauté. Son père avait tout essayé pour la dépeindre comme une menteuse, une jeune femme instable en quête d'attention. Pourtant, elle était là, au seuil de la justice. Lorsque le juge prononça le mot « coupable », un poids qu'elle ne se rendait même pas compte qu'elle portait s'enleva de ses épaules. Les larmes lui montèrent aux yeux, tandis qu'une vague de soulagement la submergeait. Son père avait été condamné à une lourde peine de prison pour ses crimes, et pour la première fois depuis des mois, Amora se sentait en sécurité. Ce n'était pas seulement une victoire pour elle, mais pour toutes les femmes qui avaient souffert en silence, toutes les victimes qui avaient été ignorées et méconnues. Elle s'était dressée contre l'homme qui avait autrefois brillé, et elle avait gagné. Ce fut un moment de justice, non seulement pour elle-même, mais aussi pour l'enfant qui grandissait en elle, qui n'aurait plus jamais à grandir dans l'ombre de telles ténèbres. La victoire, cependant, était douce amère. Amora savait que la justice ne pourrait effacer la douleur, ni lui rendre la vie qu'elle avait autrefois. Le chemin serait long et elle devrait tout reconstruire. Mais pour la première fois, elle sentait qu'elle avait la force de le faire. Son parcours de victime à survivante était loin d'être terminé, mais elle était déterminée à affronter l'avenir avec courage et espoir. Amora a pris la décision de garder le bébé, non pas pour lui rappeler son traumatisme, mais pour témoigner de sa résilience. L'enfant qui grandissait en elle n'était pas seulement le symbole de ce qu'elle avait enduré, mais aussi de sa force pour surmonter cela. Elle fit le vœu de l'élever avec l'amour et la protection dont elle avait été privée, s'assurant qu'il n'aurait jamais à affronter les horreurs qu'elle avait vécues. Cette décision, bien que difficile, devint la pierre angulaire de son nouveau départ. Avec l'aide de l'association de soutien aux femmes et de son ami de confiance Chioma, Amora a déménagé dans une nouvelle ville. C'était un nouveau départ, un endroit où elle pouvait laisser derrière elle les murmures et les jugements de sa communauté et se concentrer sur sa guérison. Elle s'est inscrite en thérapie, se consacrant pleinement à son travail de reconquête de soi. Lentement mais sûrement,
Les morceaux de son identité brisée ont commencé à se reconstituer. Dans ce nouveau chapitre de sa vie, Amora a découvert un but qu'elle n'avait pas anticipé. Elle a commencé à faire du bénévolat auprès de l'organisation qui l'avait aidée à traverser ses jours les plus sombres. Son histoire est devenue une source d'inspiration pour d'autres survivantes, leur rappelant que justice était possible et que leur voix comptait. La passion d'Amora pour le plaidoyer s'est développée et, très vite, elle s'est retrouvée à prendre la parole lors d'événements et d'ateliers, partageant son parcours pour donner du pouvoir aux autres. Sa voix, autrefois étouffée par la peur, portait désormais le poids de l'expérience et la force de l'espoir. Un jour, devant une salle remplie de survivants et de défenseurs des droits humains, Amora a partagé les mots qui l'avaient aidé à traverser ces moments les plus sombres. « Notre douleur ne nous définit pas », a-t-elle dit d'une voix ferme et claire. « Notre courage, si. Ce que nous endurons ne nous affaiblit pas, mais nous rend plus forts que nous ne l'aurions jamais imaginé. Et ensemble, nous pouvons créer un monde où personne n'aura à souffrir en silence. » La salle a éclaté en applaudissements, mais Amora n'avait pas besoin de cette reconnaissance. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement d'une victoire personnelle. Il s'agissait de créer un effet d'entraînement, d'inspirer d'autres personnes à trouver la force de se battre pour la justice. Son parcours avait été douloureux et brutal, mais il lui avait aussi donné un but qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La vie d'Amora était loin d'être parfaite, mais elle lui appartenait. Elle avait repris le contrôle, construit un avenir pour elle et son enfant, et était devenue une lueur d'espoir pour les autres. Les cicatrices de son passé subsistaient, mais elles ne la définissaient plus. Il lui rappelait sa résilience, la preuve qu'elle avait survécu et prospéré malgré tout. Au final, l'histoire d'Amora n'était pas seulement celle d'une survie, mais d'une transformation. Elle avait transformé sa douleur en force, son silence en une voix qu'elle ne pouvait plus ignorer. Et en regardant vers l'avenir, elle savait qu'elle n'était pas seule. Elle faisait partie d'un mouvement, d'une communauté de survivants qui continuerait à se battre pour un monde où règne la justice et la compassion. Amora avait retrouvé sa vie, sa dignité et son espoir. Ce faisant, elle a ouvert la voie à d'autres.